Content de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'invité de la semaine. Madame et messieurs, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour cette émission de la Voix citoyenne. Radio Liberté de Rue sont tapés à l'université Mamadi Savadogo. Professeur titulaire de philosophie, le professeur Savadogo est le directeur de l'école doctorale des lettres, sciences humaines et communication de l'université Joseph Kizerbo. L'ancien chercheur, auteur de plusieurs ouvrages philosophiques dont Pour une éthique de l'engagement, création et existence, la parole et la cité, essai de philosophie politique, esquisse d'une théorie de la création. Le professeur Savadogo est par ailleurs le coordinateur du manifeste pour la liberté. Professeur Mamadi Savadogo, bonjour à vous. Bonjour. Tiona Sanogo est à la technique. Devant ce micro, Atiana Serge Houlon. Alors, les établissements d'enseignement supérieur ont repris leurs activités le 1er juin dernier, après la fermeture décidée par l'exécutif pour contenir la propagation du Covid-19. Déjà, comment s'est effectuée cette reprise-là des cours au niveau de l'université Joseph Kizerbo? Bien, merci. Avant de commencer à répondre précisément à la question, je voudrais rectifier une information concernant l'école doctorale. J'ai été directeur, je ne le suis plus. Vous êtes un ancien directeur. Voilà, depuis mai 2018, je ne suis plus directeur. J'ai été remplacé à cette tâche par le professeur Albert Drago. En ce qui concerne la reprise des cours, elle est effective, en tout cas en ce qui concerne les classes qui n'ont pas beaucoup d'étudiants. Moi-même, j'ai repris mes cours avec les étudiants de niveau Master 2, mais ils ne sont pas nombreux et beaucoup d'entre eux sont des travailleurs. Donc, on n'a pas de difficultés particulières, par exemple, au niveau des dispositions à prendre. Chacun d'eux peut se mettre sur un banc ou au maximum 2 étudiants par banc. Et depuis que nous avons commencé, les cours se déroulent plutôt bien. Et on peut espérer que d'ici la fin du mois de juin, nous allons finir les cours que nous avons à faire ensemble. Il y a un cours de philosophie morale et politique et un cours d'histoire de la philosophie moderne et contemporaine. En dehors de nous, bien sûr, il y a d'autres étudiants aussi que nous rencontrons sur le campus. Donc, on peut dire globalement que les activités ont repris. Justement, avec cette situation de chevauchement des années, on est tenté, chaque fois quand on a une université, de lui demander en quelle année universitaire sommes-nous? Oui, c'est vrai qu'il y a des difficultés, mais il faut savoir que tout le monde n'est pas au même niveau de retard. Pour la philosophie en particulier, je crois bien qu'il s'agit de l'année 2019-2020, parce que, comme je vous l'ai dit, en ce qui me concerne, ce sont des étudiants de niveau master. Et je sais que la rentrée de l'année 2019-2020 avait commencé aussi au niveau des classes à gros effectifs avant d'être interrompue. Donc, on peut considérer que globalement, chez nous, nous sommes moins en retard que dans d'autres formations. Donc le problème se pose beaucoup plus avec les petits effectifs, les premières années, les deuxièmes années? Non, pas les effectifs, pas les petits effectifs, disons les classes les moins avancées, parce que c'est là-bas justement qu'il y a de gros effectifs. C'est là-bas aussi qu'il y a souvent de gros problèmes de salles à gérer. Il faut savoir que, par exemple, en philosophie, ils sont près de 600 en première année, alors que cet effectif n'est pas le plus important. Il y a beaucoup de formations où ils sont 800, voire 1000 en première année. Donc, ce sont ces effectifs-là qui sont souvent difficiles à gérer. Déjà, il faut trouver des salles, il faut trouver des horaires, et ensuite, il faut organiser les examens en plusieurs sessions et attendre de corriger les copies pour proclamer les résultats. Donc, vous voyez, en fonction des effectifs auxquels on a affaire, effectivement, le travail peut avancer plus ou moins vite. Cette reprise a été marquée, si je ne me trompe pas, par une grève lancée par le SINADEC.
par rapport à la reprise le 1er juin dernier. Le SYNADEC, à propos justement de l'UTS, on a eu une grève de 96 heures lancée par le SYNADEC. Oui, je crois que cette grève, elle est à venir. Je crois que c'est pour la 3e semaine du mois de juin. Et ça, c'est une interruption des activités pédagogiques. Mais en dehors de ça, il y a un autre mot d'ordre lancé par le SYNADEC, mais également avant le SYNADEC, il y a eu le SYNTER, notamment au niveau des universités, qui consiste à dire que nous faisons les cours, mais nous ne participons pas aux évaluations. Voilà. Donc, c'est en protestation contre l'application de l'UTS aux indemnités des salariés. Cette application touche les enseignants-chercheurs des universités et les salaires ont commencé à être coupés. On a repris les hostilités après la parenthèse du Covid. En fait, ce n'était pas... Parce que le mouvement avait été suspendu en raison de la pandémie. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le mot d'ordre avait été lancé et entre-temps, il y a eu la pandémie. Donc, on a même fermé les universités complètement. Et maintenant que les activités reprennent, le mot d'ordre est maintenu et vous voyez que les deux syndicats, sur ce point-là, se rejoignent. Ça veut dire que c'est aussi l'expression d'un mécontentement qui est rencontré sur le terrain, parce que quand les gens prennent leur bulletin à la fin du mois, ils voient effectivement qu'il y a des coupures qui sont opérées et qui ne connaissaient pas auparavant, d'autant plus qu'ils payent des impôts. L'UTS était déjà payé sur la base du salaire. Maintenant, il est question de l'étendre et on a commencé à le faire aux indemnités. Donc, sur le terrain, cela se traduit clairement par une diminution de la somme qui est remise aux salariés et donc une diminution de son pouvoir d'achat. Alors justement, dans le cadre de ces reprises des activités après la Covid-19, le gouvernement a décidé de la fin de l'année, par exemple, pour les classes intermédiaires au niveau du secondaire et pour le primaire, tous les élèves passent en classe supérieure. Au secondaire, c'est la meilleure moyenne des 2 trimestres effectués qui va être prise en compte pour le passage en classe supérieure. Le calendrier des examens a été revu. On a eu des syndicats qui ont donné de la voix, notamment la FSYNTER, la Fédération des syndicats de l'éducation et de la recherche, pour dénoncer ces mesures et dénoncer justement les décisions qui sabotent en quelque sorte, c'est un peu le mot, la qualité de l'enseignement. Quelle est votre appréciation sur un peu ces mesures-là et la sortie de la FSYNTER? En réalité, je ne connais pas exactement les mots que la FSYNTER a utilisés. Je crois que c'est récemment que cette sortie est intervenue. Mais mon sentiment personnel est que, effectivement, les choses auraient pu mieux se passer. C'est-à-dire qu'il y avait des dispositions à prendre, évidemment, sur le terrain, au niveau des écoles pour éviter la propagation de la maladie et aussi, bien sûr, pour mobiliser les enseignants pour qu'ils poursuivent leur travail. Donc, on aurait pu imaginer que l'année se prolonge au moins jusqu'en fin juin, début juillet, pour permettre d'avancer dans la formation des élèves avant qu'ils aillent en vacances. Mais pour cela, il y a les dispositions dont j'ai parlé qui auraient dû être prises. Apparemment, le gouvernement a pris un autre chemin et a préféré essayer de poursuivre la formation avec les classes d'examen. Les classes d'examen. Voilà. Les syndicats, justement, à travers ces sorties, ont dénoncé le fait que ces mesures ne concernent pas le supérieur, alors que c'est toute une chaîne. On s'est focalisé sur le primaire, le secondaire, mais on n'a pas vu ce qui a été proposé pour sauver l'année en quelque sorte au niveau du supérieur. Quelle est votre réaction par rapport à cet aspect-là? Oui, alors il faut savoir que le supérieur connaît une situation déjà compliquée. Et tout à l'heure, au début de l'émission, vous m'avez demandé en quelle année nous sommes. Et effectivement, j'ai répondu qu'il y avait
différents niveaux et que toutes les formations n'étaient pas au même niveau de retard. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que au supérieur, surtout, il y a des efforts à faire pour que les années arrivent à se régulariser. Mais maintenant, il faut faire attention parce qu'effectivement, s'il y a des difficultés au niveau du secondaire, au bout d'un certain temps, cela va se répercuter au niveau du supérieur. Au niveau du supérieur, alors que nous nous battons pour avoir des années régulières. C'est là où il faut arriver à coordonner les décisions pour que les différents niveaux d'enseignement ne soient pas affectés. Vous êtes bien sur Radio Liberté 92.8 FM et vous êtes à votre émission L'invité de la semaine. Cette semaine, l'universitaire, le professeur Mahamadé Sawadou est notre invité. Il est professeur de philosophie. Déjà, pour s'arrêter, généralement, vous enseignez la philosophie ou doit-on considérer le professeur Mahamadé Sawadou comme un philosophe? Oui, j'ai toujours dit que pour moi, cette distinction-là est tout à fait discutable. C'est vrai que quand on dit de quelqu'un qu'il est philosophe, cela est censé avoir une signification plus profonde que de dire simplement qu'il est professeur de philosophie. On considère que être philosophe, c'est être capable d'avoir un certain comportement et aussi une certaine production intellectuelle. Mais il ne faut jamais oublier que souvent, depuis l'époque moderne et contemporaine, beaucoup de professeurs de philosophie, beaucoup de philosophes reconnus comme originaux ont été des professeurs de philosophie et beaucoup même ont enseigné leurs pensées. C'est-à-dire que les œuvres qu'ils ont produites et que nous étudions ont été enseignées lors des séminaires à des étudiants. Si bien que la distinction entre professeurs de philosophie et philosophes est moins pertinente. Ensuite, il faut remarquer simplement que quand un professeur de philosophie, même s'il n'a pas produit des œuvres originales, s'il adhère à une doctrine philosophique, à un courant de pensée, et il arrive à expliquer le monde à partir de ce courant de pensée et à définir une orientation pour son comportement personnel et éventuellement pour d'autres personnes qui partagent le même idéal que lui, vous voyez que c'est difficile de ne pas le considérer comme philosophe. Et dans votre cas? Oui, disons que dans mon cas, je suis professeur de philosophie. Vous ne voulez pas reconnaître que vous êtes philosophe? Non, attendez, ce n'est pas que cela me gêne, mais je suis professeur de philosophie et à partir de là, je m'efforce de croire autant que possible à ce que je fais. Mais je vais vous surprendre peut-être, il faut savoir que mes productions intellectuelles, ce ne sont pas ces productions-là que j'enseigne en classe à mes étudiants. Donc, je fais une séparation entre mes productions intellectuelles et mes cours que je donne à mes étudiants. C'est vous dire jusqu'à quel point ma tâche de professeur de philosophie me préoccupe. Alors, aujourd'hui, on peut se demander quel est l'intérêt de la société aujourd'hui pour la philosophie? L'intérêt de la société aujourd'hui pour la philosophie, en particulier au Burkina, se traduit d'abord au niveau du système scolaire. Il faut toujours rappeler que nous avons un système scolaire dans lequel l'enseignement de la philosophie commence aujourd'hui depuis la seconde. C'est un grand progrès. Je me rappelle quand moi j'étais étudiant en terminale au lycée Zenda en 81-82, c'est en terminale qu'on découvrait la philosophie. Donc c'est progressif. Voilà. Terminale, on est passé à première, voilà. Maintenant on est en classe de seconde. Voilà. Et à l'époque, moi j'avais commencé à lire des textes philosophiques à partir de ma seconde et beaucoup de mes camarades trouvaient que j'étais précoce. Eh bien aujourd'hui c'est banal. Vous avez des élèves de seconde qui ont accès aux textes philosophiques et qui ont des cours de philosophie. Donc ça c'est un premier niveau. Maintenant, à l'intérieur même de la vie sociale, il faut reconnaître aussi que ceux qui ont reçu une formation philosophique
participent à la vie sociale. Si vous prenez par exemple les associations, les partis politiques, les syndicats, vous verrez que dans beaucoup de ces structures-là, même dans leur direction, vous verrez d'anciens étudiants de philosophie. Hein? Donc, c'est pour vous dire que on ne peut pas dire que notre société ne s'intéresse pas à la philosophie. Et les philosophes, en tout cas, trouvent un rôle à jouer dans cette société-là, que ce soit au niveau scolaire ou que ce soit dans l'animation de la vie publique. Alors, pour l'intérêt, maintenant, qu'est-ce que le citoyen qui a des problèmes existentiels, il peut se demander quel est le sens de la philosophie? Qu'est-ce que ça apporte à la société? Oui, le citoyen qui a des problèmes existentiels aussi, s'il se donne la patience de découvrir les textes philosophiques, peut trouver une aide pour répondre à ces angoisses existentielles. Parce qu'il faut savoir que les philosophes qui ont produit les livres que nous lisons, ce sont des individus comme vous et moi qui se sont posés des questions. Les livres qu'ils ont écrits là, c'est pour répondre à des questions qui les ont préoccupés eux-mêmes. Et les réponses qu'ils ont formulées à travers les livres leur ont permis eux-mêmes de se frayer un chemin à travers la vie. Donc, quand on lit un philosophe, en réalité, on retrouve cet effort que lui-même il a fait pour arriver à donner une orientation à sa vie. Alors, pour me résumer, tout citoyen, en tout cas, quel que soit le type de question que vous vous posez, vous pouvez, dans une certaine mesure, trouver des ouvrages de philosophie qui vont vous aider à chercher des réponses. Vous êtes bien sur Radio Liberté 92.8 FM et vous êtes à votre émission L'invité de la semaine. Cette semaine, le professeur Mahamadou Savadoua est notre invité. À côté de votre statut d'enseignant, vous êtes militant, vous êtes le coordinateur du Manifeste pour la liberté. Voilà. Que devient le Manifeste pour la liberté? Le Manifeste est là, il poursuit son chemin. C'est vrai que nous ne publions plus beaucoup de déclarations comme par le passé, mais nous animons surtout des conférences. Vous avez appris, par exemple, en octobre, il y a eu... Octobre 2019. Hein? Octobre 2019. Oui, il y a eu la conférence sur le terrorisme et l'impérialisme et nous avons été co-organisateurs de cette conférence-là. En dehors de cette conférence, nous sommes invités à d'autres rencontres. Alors, la dernière activité importante que nous avons réalisée, nous avons sorti le dernier numéro de notre journal. Hakili. Nous avons un journal qui s'appelle Hakili, qui est censé être un trimestriel. Je dis censé parce que ce n'est pas toujours régulier. La périodicité n'est pas toujours au rendez-vous. Ce n'est pas animé par des professionnels, ce sont des bénévoles, mais nous nous arrangeons quand même pour arriver à sortir des numéros. Et je dois dire que chaque numéro que nous sortons quand même se diffuse assez bien parce que les gens considèrent ça comme des documents. Et nous avons même augmenté notre tirage. Mais entre-temps, il y a eu la pandémie, donc on avait même du mal à se retrouver. Et maintenant que la situation semble se stabiliser, nous allons essayer de nous retrouver pour réfléchir au prochain numéro de notre journal. Qu'est-ce qui explique que le Manifeste pour la liberté ne produit plus de déclarations à publier dans la presse? Le problème ne manque pas, professeur Savadoua. Oui, justement, ce n'est pas que ça manque, c'est qu'il y en a beaucoup et que nous n'avons pas toujours la possibilité de suivre tous les événements. Donc, quand c'est comme cela, ce n'est pas toujours facile. Et puis, nous avons notre méthode de travail aussi qui fait que, par exemple, quand nous voulons faire une déclaration, évidemment, il y a quelqu'un parmi nous qui fait une esquisse et après, toute la direction se retrouve pour amender le projet avant qu'il soit publié. C'est un peu lourd comme exactement, chaîne. Voilà, exactement. Donc, ça fait que c'est difficile de suivre pas à pas tous les événements. Mais ce n'est pas un problème en tant que tel, hein, parce que ce n'est pas sur ce terrain-là
qu'on nous attend particulièrement aussi. Par contre, arriver à organiser une conférence sur une question centrale de la société, arriver à produire des textes sur lesquels les lecteurs peuvent s'appuyer et aussi pour développer des idées, ça c'est très important. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un mouvement qui fonctionne entièrement sur les contributions de ces militants. Donc, le crédit même que nous avons, en réalité, n'est pas du tout lié, n'est pas l'expression des moyens, des ressources dont nous disposons. Voilà, c'est pour cela aussi que les déclarations sont devenues plus rares et nous mettons l'accent sur les conférences que nous organisons et sur les journaux que nous essayons de faire paraître plus régulièrement. Sinon, ça va, on a renouvelé notre bureau il y a 2 ans et le nouveau bureau en a pour 3 ans encore. Pour 3 ans encore. Voilà. Il y a eu comme une sorte de polémique, il y a eu des sorties quelque part dans la presse par rapport à la création du manifeste. Oui, il y a eu un article. Comment et qui a créé le manifeste pour la liberté? Voilà. Il y a eu effectivement un de nos militants qui a écrit un article dans lequel il a essayé de retracer sa vision de l'évolution du mouvement. Et il y a des anciens membres du mouvement qui sont partis depuis au moins une vingtaine d'années, qui ont cru voir qu'on essayait de sous-estimer leur rôle dans la création. Voilà. Et ils ont voulu réagir. Ils ont réagi, ils ont publié un texte dans les journaux et ils ont fini par nous envoyer un droit de réponse. Et là maintenant, nous avons répondu en retraçant la genèse du mouvement pour montrer que, en réalité, ceux qui sont là ont toujours été là. Ceux qui sont partis étaient là à un moment donné, ils ont donné leur contribution et ils sont partis. Donc, on ne peut pas dire que un tel a joué un rôle plus que l'autre au moment de la fondation du mouvement. En réalité, c'est une initiative collective qui est partie de 5 personnes et qui a reçu un écho favorable au sein des intellectuels du pays d'une manière générale, ce qui lui a permis de s'enraciner. Sinon, au départ, le premier papier autour duquel nous nous sommes retrouvés pour discuter ne s'appelait pas Manifeste pour la liberté. C'était quel nom pour l'histoire? On a dit affaire Norbert Zongo, appel pour un front civique. Voilà. Donc on l'a dit dans la réponse, le droit de réponse. Voilà, au droit de réponse qui nous a été adressé. Donc, voilà comment les choses se sont passées. Et entre-temps, certains se sont éloignés pour différentes raisons. Et ceux qui sont restés ont poursuivi le travail. Le mouvement s'est formalisé, il a obtenu une reconnaissance légale et il a suscité de nouvelles instances et il a pu aussi lancer son journal. Donc voilà comment les choses se sont passées. Alors ça permet de s'intéresser aux intellectuels. Oui. Comment vous appréciez la contribution des intellectuels dans l'animation du débat au Burkina? Bien, alors il faut dire que nous avons fait du chemin. Quand nous avons lancé le manifeste pour la liberté, en fin 98, début 99, notre objectif était clairement d'appeler les intellectuels à s'intéresser à la vie de la société, à s'investir et à défendre même la liberté d'expression, puisque Norbert Zongo venait d'être assassiné avec ses 3 compagnons. Et il faut rappeler que avant son assassinat, il était préoccupé par cette question. Il se disait toujours, est-ce que les gens sont prêts à se mobiliser dans ce pays-là pour défendre la liberté d'expression? Si moi, il m'arrive quelque chose, est-ce qu'il va y avoir une réaction? Ce sont des questions qui ont préoccupé Norbert jusqu'à ce qu'il soit tué. Donc, en soutien au mouvement d'ensemble mené par
le collectif, le CODEMPP. Le collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques. Nous avons lancé le mouvement du Manifeste pour la liberté, qui a contribué, il faut le rappeler, hein, parce que comme ça fait déjà une vingtaine d'années, il y a des jeunes qui ne le savent pas. Ça fait 22 ans exactement. Voilà, on a organisé beaucoup d'activités qui ont effectivement permis de mobiliser les intellectuels et on a tenu des conférences qui ont eu de l'audience et c'est à partir de là aussi que le mouvement s'est installé et s'est pérennisé. Donc, en repartant là, je dirais que nous avons quand même fait du chemin. Si vous prenez même aujourd'hui l'état de l'expression de la parole libre, vous voyez que les possibilités ont augmenté. Il est vrai que même au niveau des médias, les médias se sont multipliés, que ce soit au niveau de la presse écrite, que ce soit au niveau des radios, que ce soit au niveau de la télévision. Ensuite, au niveau des organisations, vous avez vu qu'il y a eu beaucoup d'organisations qui se sont créées, et même à la faveur de l'insurrection. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'individus, des personnalités ou des groupes de réflexion qui s'expriment en revendiquant le titre d'intellectuel. Donc, c'est le résultat d'une évolution. Ça n'a pas toujours été comme ça. L'intellectuel, on est tenté de vous poser la question, professeur Savadogo. L'intellectuel, est-ce le diplômé, c'est l'université? Oui, ce sont des questions. Quels sont les critères ce sont des questions sur lesquelles nous avons discuté pendant longtemps. Et nous avons montré que l'intellectuel, c'est quelqu'un qui dispose de compétences qui lui permettent d'analyser la société et aussi de prendre position face aux préoccupations de la société. Mais nous avons montré que nous, notre souci, justement, pourquoi nous avons lancé notre mouvement, c'est d'encourager la posture de l'intellectuel engagé. Parce que tous les intellectuels ne sont pas engagés. Voilà. Donc, c'est l'un des reproches toujours aujourd'hui, justement. Voilà. Donc, pour nous, ce qui est important, c'est pas la distinction entre l'intellectuel et le diplômé, c'est la distinction entre l'intellectuel engagé et l'intellectuel qui ne s'engage pas. Parce qu'il faut reconnaître que ceux qui s'engagent et qui assument leur engagement ne sont toujours pas les plus nombreux. Or, leur rôle est important pour aider à faire évoluer la société. C'est pour cela que je suis content d'observer que de plus en plus, il y a des groupes, il y a des individus qui s'expriment en revendiquant une posture d'intellectuel. Si vous prenez justement le cas de la pandémie que nous vivons, il y a eu beaucoup de publications, il y a eu beaucoup de prises de parole à travers lesquelles des groupes, des individus revendiquent le droit de s'exprimer en tant qu'intellectuels pour donner leur point de vue sur la manière dont la situation devrait être gérée. Donc on peut dire que de ce point de vue-là, c'est une évolution positive, mais qui reste encore à amplifier et à développer. Et surtout, les cadres d'expression. Je vous ai parlé de notre journal Hakili que nous essayons de maintenir en vie. Pourquoi nous tenons à le maintenir en vie? Parce que c'est essentiel pour un groupe d'intellectuels, pour un mouvement d'intellectuels, d'avoir un cadre d'expression, qu'il y ait des journaux, qu'il y ait des revues à travers lesquelles les intellectuels produisent des analyses. Il y a les revues scientifiques, et même là, il y a un effort important à faire pour multiplier les revues scientifiques dans nos sociétés. Mais en dehors même des revues scientifiques, il y a les revues de vulgarisation, donc il y a la presse grand public. Tout cela est et bien sûr, il y a l'édition, par exemple, l'édition des livres. Tout cela, c'est important pour encourager la société à produire des idées et à contribuer à faire en sorte que le changement intervienne dans une société.
Professeur Saado, on va ouvrir un chapitre sur la situation nationale, la sécurité d'abord. Oui. Le 1er juin, on a eu une manifestation de la population de Pama dans la province du Kompienga, région de l'Est, qui a manifesté pour réclamer plus de sécurité, elle qui vit les assassinats, des attaques des groupes armés, de jour comme de nuit, et les manifestants ont par ailleurs appelé les forces de défense et de sécurité à plus d'action pendant les attaques. Déjà, globalement, sur la situation sécuritaire qui s'est dégradée au Burkina depuis avril 2015 jusqu'à maintenant, quelle est votre analyse de cette situation? D'abord, c'est une situation que nous déplorons tous. C'est une situation qui nous rend tristes. Maintenant, c'est une situation qui est particulièrement compliquée parce que vous-même, vous avez écrit un ouvrage là-dessus. Nous avons affaire à des groupes organisés avec des moyens, avec des gens fanatisés, pas seulement déterminés, mais des gens fanatisés qui ne reculent pas devant les moyens pour atteindre leur but. Quand vous imaginez des individus qui sont capables d'arriver dans un marché et se mettre à tirer... Comme ce qui s'est passé le samedi 30 mai dernier. Voilà, c'est terrible. C'est terrible. Maintenant, pour lutter contre ce genre de groupe-là, il y a aussi des garde-fous qu'il faut arriver à se donner pour ne pas finalement que la population se retourne contre ceux qui veulent lutter contre ces agresseurs-là. Et c'est ça toute la difficulté de la situation. Parce qu'il y a des réflexes dont il faut se garder. Par exemple, le réflexe qui consiste à dire, parmi ceux qui attaquent, il y a des gens de telle sensibilité. La stigmatisation de la communauté. Ou de telle communauté. Donc, tous les membres de cette communauté-là sont liés à ces agresseurs. Voilà. Il faut se garder de ce type de réflexe-là parce que ce n'est pas juste d'abord de considérer que tous les membres d'une communauté sont d'emblée d'accord pour cette guerre-là. Pour faire une association de malfaiteurs. Voilà. Ça, c'est un. Ensuite, dans les méthodes, il y en a qui disent, OK, si on veut réagir, il faut faire pire que, c'est-à-dire que dès qu'on attrape quelqu'un, il faut tout de suite l'éliminer. La loi du talion. Voilà. Là aussi, il faut reconnaître que ce n'est pas ainsi qu'on va arriver à régler notre problème. Si bien que il y a un effort à faire pour garder le combat dans des limites qui peuvent être partagées par la population et, comme beaucoup l'ont toujours dit, faire en sorte que les populations soutiennent le combat. C'est le pari qu'il faut arriver à gagner. On a cette dénonciation de la part des partis politiques de l'opposition, surtout par rapport à cette gestion de l'aspect sécuritaire par le pouvoir MPP. Oui. Quel est votre point de vue sur la gestion de la situation sécuritaire par le président Roch-Marc Christian Kaboré? Alors, nous sommes tous d'accord que la gestion présente beaucoup d'insuffisances. Il y a beaucoup de difficultés sur le terrain. Si on prend simplement les statistiques, le nombre de déplacés... On est à plus de 848 000 déplacés internes. Voilà. Soit une hausse de plus de 150%. Voilà. Si on se réfère à l'année dernière. Voilà. Le nombre de tués, là aussi, ne fait qu'augmenter. Donc, cela montre que ce n'est pas simple. Voilà. Il y a des efforts qui sont faits, mais il faut reconnaître que ces efforts-là restent encore insuffisants. Maintenant, tout le monde est d'accord aussi pour dire que la solution n'est pas purement et simplement militaire. Voilà. Il y a aussi d'autres initiatives parce que le terrain qui a favorisé l'installation de ces agresseurs a aussi une dimension sociale, économique qu'il faut prendre en considération dans le combat. Mais vous voyez que ce n'est pas toujours facile d'arriver
à prendre en considération tous ces aspects en même temps. Alors, par rapport à cette situation sécuritaire, il y a les élections qui se profilent à l'horizon. D'aucuns estiment que les élections ne sont pas prioritaires, il faut sauver la nation d'abord. Oui, attention, sur la question des élections en particulier, je dois rappeler que, en ce qui me concerne, déjà dès 2015, nous avons eu à organiser des conférences et nous avons attiré l'attention sur le fait qu'il ne fallait pas beaucoup attendre du jeu électoral en tant que tel. Pourquoi vous ne faites pas confiance au jeu électoral? La raison claire, le jeu électoral permet éventuellement de changer des individus à l'intérieur d'un ordre social et politique déterminé. Mais quand vous aspirez à un changement radical, à un bouleversement de l'ordre social et politique dans son ensemble, le jeu électoral n'est jamais suffisant. Parce qu'il est encadré de telle sorte que la prétention même au changement reste limitée. Donc pour vous, ce n'est pas une question de réformer le système, il faut se débarrasser du système. Voilà, il faut revendiquer un changement en profondeur. Et pour cela, il ne faut pas se laisser convaincre que c'est le jeu électoral en tant que tel qui est le principal enjeu. Donc, il ne s'agit pas de rentrer dans cette querelle entre partisans de la tenue et ici et maintenant et partisans du report. Où vous vous positionnez, professeur Mamadi Sawadogo? Oui, je dis que je me tiens justement en dehors de cette querelle-là et je suis dans la posture de celui qui considère que le jeu électoral en tant que tel ne répond pas à son aspiration au changement radical. Donc pour moi, c'est ce combat-là qui doit se poursuivre de différentes manières et non pas la polémique autour de la tenue des élections. Donc ce débat-là ne vous fait ni chaud ni froid. Vraiment. Comment obtenir ce changement radical, professeur Mamadi Sawadogo, si on ne passe pas par le jeu électoral? On l'a toujours dit. Et je rappelle que nous sommes un pays qui a connu une insurrection en 2014. Et je rappelle que moi-même, je fais partie de ceux qui se battent pour qu'on constitutionnalise le droit à l'insurrection. Ce qui a été refusé par la Commission constitutionnelle. Ce qui a été refusé, mais ça reste une préoccupation. Parce que le refus crée une incohérence dans notre histoire. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des gens qui reprochent aux insurgés d'avoir été des délinquants. Si on avait assumé notre insurrection, est-ce qu'on allait entendre ce type de discours? Non, c'est parce qu'on n'a pas assumé notre insurrection que des gens peuvent se permettre de traiter les insurgés de délinquants. Donc, assumons notre insurrection. Pourquoi il est difficile pour ceux qui sont au pouvoir d'assumer l'insurrection? Il faudra leur demander. On pose la question aux philosophes. Je crois que en réalité, eux-mêmes, ils ont vécu l'insurrection comme une sorte d'accident par lequel ils ont dû passer pour chasser le régime de Blaise Compaoré, mais ils n'ont jamais considéré l'insurrection comme une modalité de transformation de la société à laquelle ils adhèrent profondément. Donc voilà, ils ont participé à l'insurrection, ils ont obtenu ce qu'ils poursuivaient, mais justement, ce qu'ils poursuivaient, c'est un changement d'homme et non pas un changement de système. Et c'est maintenant que beaucoup voient la différence. Quand on disait à l'époque qu'il faut revendiquer un changement en profondeur et non pas seulement un changement d'individu ou un changement de clan, aujourd'hui, beaucoup de gens voient ce que cela a comme implication. Donc, il faut poursuivre ce combat pour le changement radical. Il faut revendiquer le droit de s'insurger pour obtenir une transformation de la société et non pas se contenter de rencontres électorales organisées périodiquement pour renouveler le consensus autour d'un ordre politique donné. Est-ce que par rapport justement à ces rendez-vous électoraux, comme vous l'avez dit, le système pose plus de problèmes ou c'est le jeu qui est biaisé entre cette organisation de la classe politique, majorité, opposition? Alors, je vous ai dit que
le système lui-même prend des dispositions pour que le jeu soit encadré. Lesquelles, par exemple? Quelles dispositions? Attendez. Et que ceux qui ont l'ambition de poursuivre un changement radical ne puissent pas trouver leur place dans le système en tant que tel. Et des dispositions de différents ordres, mais par exemple, si vous prenez simplement le rôle de l'argent dans les campagnes électorales, ce n'est pas seulement chez nous, dans beaucoup de pays. Prenez simplement cela. C'est un élément important. C'est un élément important. C'est un élément important. Sans compter les dispositions légales qui encouragent à renoncer à un certain type de discours et à une certaine vision de la politique. Alors, ça, c'est déjà les dispositions au niveau du système. Si bien que le jeu électoral a toujours comme conséquence de sélectionner des individus ou des groupes qui partagent dans les grandes lignes un système donné et maintenant, il ne favorise que des aménagements que j'appelle mineurs, des réformes de portée limitée. Voilà ce que je dis et c'est pour cela que je dis que je ne me passionne pas particulièrement pour le jeu électoral en tant que tel. Pour vous, il faut que la population continue à revendiquer. Tout à fait, à revendiquer et qu'elle défende le droit de protester, de s'insurger pour obtenir le changement. Est-ce que le projet Savadogo attend une autre insurrection? Bien sûr. Je considère que c'est une possibilité. Attention, c'est une possibilité, non pas seulement pour notre société à nous, mais pour toutes les sociétés. Regardez ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Voilà. On va évoquer le sujet. Voilà. Donc, ce n'est pas des choses qu'on peut prévenir et puis dire il n'y aura plus jamais d'insurrection dans notre société. Mais qu'est-ce qui se passe que quand il y a ce genre de situation, on n'arrive pas à transformer en changement radical? Vous avez évoqué 2014. Oui. Bien avant 2014, on a eu 66. Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé, professeur Savadogo? À l'analyse, qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'on transforme ces insurrections-là en opportunité de changement radical du système? Je dirais que c'est la diffusion même de la revendication du changement, l'aspiration au changement. Il y a des niveaux d'aspiration au changement. Parce que ceux qui sont au pouvoir actuellement, on dit qu'ils venaient pour changer. Justement, qu'est-ce qui s'est passé en 2014? Beaucoup de ceux qui étaient au devant du mouvement, leur objectif c'était quoi? C'était d'éviter qu'on révise l'article 37. Ça s'arrêtait à la modification de l'article 37. Voilà. Et donc, quand Blaise Compaoré est tombé, ça constituait un bonus pour eux. Donc, pour eux, l'essentiel était atteint. Ils ne cherchaient pas autre chose. Donc, quand la population elle-même est suffisamment exigeante, c'est-à-dire quand sa conscience politique se développe au point où elle en arrive à se dire on veut un autre type de société. Donc, voilà. Il y a la question de la maturation de la conscience politique des populations. Voilà, et la multiplication même des acteurs capables de porter cette aspiration au changement. Donc, et ce sont tous ces facteurs-là réunis qui peuvent permettre d'avoir un changement en profondeur. Mais attention, le changement en profondeur ne tombe pas par un coup de baguette magique. C'est aussi le résultat de l'histoire. Voilà. Et ce que nous avons vécu, c'est très important. Si vous regardez déjà, 1966 et 2014, ce n'est pas la même ampleur. Voilà. Entre-temps, il y a eu d'autres formes de protestation dans l'histoire de notre pays. Donc, on peut dire que les peuples aussi tirent des leçons de l'histoire. C'est l'histoire qui forme les peuples. Voilà. Ce n'est pas seulement des individus qui se lèvent et qui prêchent une parole et qui vont arriver du jour au lendemain afin que cette parole-là soit acceptée par tout le monde. Ce sont les événements aussi qui éduquent les peuples. Quand je dis que l'insurrection est toujours possible, c'est en liaison avec les événements que les sociétés humaines vivent. N'oubliez pas qu'il n'y a pas eu que nous. Plus récemment, il y a eu l'Algérie, il y a eu le Soudan. Voilà. Et avant nous,
Il y a eu la Tunisie. On voit au Mali une manifestation ce vendredi où... Il y a eu l'Égypte. On demande la démission du président malien. On a eu cette manifestation. Entre une manifestation et une insurrection, il y a beaucoup d'étapes à parcourir. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'expression du mécontentement et la revendication du changement est une possibilité constante dans toutes les sociétés humaines, dans la mesure où elles sont marquées par des contradictions. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Vous êtes bien sur Radio Liberté 92.8 FM et vous êtes à votre émission L'invité de la semaine. Cette semaine, le professeur Mamadi Sawadogo est notre invité universitaire. On va s'arrêter sur la situation aux États-Unis que vous avez évoquée. La rue a finalement eu raison. Les 4 policiers présents au moment de l'arrestation de George Floyd, après avoir été renvoyés de la police, ont été inculpés. Derek Chauvin, qui a maintenu son genou contre la nuque de George, est inculpé d'homicide volontaire. Il risque jusqu'à 40 ans de prison. Ses 3 autres collègues policiers présents pendant l'interpellation, eux, sont poursuivis pour complicité d'homicide volontaire. Finalement, quelle est votre réaction par rapport à, non seulement sur cet événement-là déjà et sa portée par rapport aux manifestations qu'il y a aux États-Unis, mais aussi au-delà, ici en Afrique aussi? Alors, ce résultat atteint est important, mais évidemment, il est insuffisant. Qu'est-ce qu'il faut? Attendez, j'arrive. Tout le monde reconnaît que la colère qui s'est exprimée là est profonde. Or, d'où vient sa profondeur? Elle vient de très loin dans l'histoire même des États-Unis. Mais elle se nourrit aussi des événements récents. Ceux qui ont suivi la gestion de la pandémie aux États-Unis, les morts en masse, beaucoup ont pu relever que justement, c'est parmi les gens au sein de la communauté afro-américaine. Voilà, c'est dans la communauté afro-américaine. Et ce n'est pas fini quand vous prenez des phénomènes comme le chômage, même la malnutrition. Voilà, c'est tout cela qui contribue à approfondir cette colère-là. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que c'est le racisme institutionnalisé aux États-Unis? Oui, ce n'est pas seulement un problème de racisme, hein. C'est aussi un problème d'inégalité sociale. Voilà, c'est un problème aussi de misère que des individus vivent. Maintenant, il se trouve que la plupart de ces individus-là ont un certain teint. Voilà, donc c'est cela qui est le plus grand défi. C'est pour cela que les sanctions à prendre contre les policiers... Ils ont été renvoyés, maintenant ils sont poursuivis. Voilà. C'est pas suffisant? Ça ne va pas suffire. Parce qu'il y a une prise de conscience qui s'affirme et qui va susciter d'autres types d'actions, qui va même susciter d'autres types de nouvelles formes d'organisation. Imaginez les jeunes, hein, quand on connaît la sensibilité de la jeunesse, imaginez les adolescents qui ont vu la vidéo du meurtre de George Floyd. Mais ils seront marqués à jamais. Ils seront marqués à jamais par ce qu'ils ont vu. Et les plus conscients d'entre eux vont se dire comment faire pour que cela ne se reproduise plus jamais dans notre pays. Ils vont se battre avec cette question et ils vont chercher des solutions. Voilà. Donc, vous voyez la profondeur de la colère qui s'est exprimée. Et c'est pour cela que je dis que c'est dans toutes les sociétés. Dans la mesure où elles sont traversées par des contradictions, ces formes d'explosion, de colère collective, il faut toujours compter avec. Au-delà de cette situation, pour vous, quels sont les enseignements qu'on peut tirer de ce drame-là? Oui, je viens d'en parler. Quand je dis que cette colère collective, elle va susciter des réflexions, elle va susciter des formes d'action, elle va susciter des formes d'organisation. Voilà. Donc, le principal enseignement, c'est la constance de la résistance contre la domination, contre les inégalités. C'est dans toutes les sociétés. Maintenant, ce qui est particulièrement choquant, c'est que ces sociétés-là, l'Amérique, c'est considéré comme le pays le plus développé du monde. Des gens qui envoient des fusées dans l'espace, qui veulent même organiser le tourisme dans l'espace. Et ils en sont à couver des inégalités
de cette nature. C'est ça qui est profondément choquant. Mais ça montre aussi, encore une fois, les limites des sociétés modernes. Alors, un mot sur un de vos ouvrages, oui. Pour une éthique de l'engagement. Oui. Qu'est-ce qu'il faut comme éthique dans l'engagement? Juste pour faire un jeu de mots à travers le titre de votre ouvrage, professeur. Non, mais dans l'engagement, il y a des vertus qui sont développées. Par exemple, la sincérité, la loyauté, la justice, le courage. Ce sont des vertus qui sont développées par l'engagement. En liaison avec ces vertus, il y a aussi des torts qui sont indexés. Par exemple, la trahison, l'infidélité à sa cause, ou bien la peur, l'abandon du combat. Voilà. Donc, quand on parle d'éthique de l'engagement, il s'agit de montrer que l'expérience de l'engagement cultive des dispositions en l'individu, cultive des valeurs en l'individu. Et c'est tout cela qui forme une éthique. Et l'objectif du livre, c'est de présenter justement ces dispositions, ces qualités que l'expérience de l'engagement contribue à acquérir, et aussi les valeurs qui sont associées à ces dispositions, et ce que j'appelle les torts que l'expérience de l'engagement amène à rejeter. Apprendre à être fidèle à une cause. Est-ce que cette éthique-là est constatable sur la scène politique de ce que vous constatez des acteurs politiques? Oui, il faut quand même pas oublier que nous sommes dans une société qui est connue quand même pour la combativité de sa jeunesse et surtout pour la présence d'organisations combative depuis longtemps. Ce n'est pas pour rien qu'il y a eu le 3 janvier 1966 et ce n'est pas pour rien qu'il y a eu l'insurrection de 2014. Et nous avons des héros qui incarnent des valeurs. Norbert Zongo, pourquoi nous le saluons tous jusqu'à aujourd'hui? Parce qu'il a été fidèle à l'idéal qu'il défendait. Il a refusé de trahir sa cause alors qu'il a subi plusieurs types de pression. On a essayé de le corrompre. Après, quand la corruption ne marchait pas, on l'a menacé jusqu'à ce qu'on le tue. Donc, nous avons un exemple. Dabo Boukwari, dont l'anniversaire de l'assassinat est intervenu le 19 mai dernier, récemment. Voilà. 30e anniversaire. Voilà pourquoi lui aussi son souvenir est toujours maintenu. Parce qu'il a été fidèle à sa cause. Dabo Boukwari a été torturé. On a voulu, je crois, qu'il donne les noms de ses camarades avec lesquels il était dans le mouvement étudiant. Voilà. Il a souffert, mais il n'a pas donné les noms de ses camarades. Donc, c'est quelqu'un qui est resté fidèle à sa cause jusqu'au bout. Donc, vous voyez que chez nous, on peut trouver des exemples de fidélité dans l'engagement et nous pouvons trouver des exemples d'hommes qui ont incarné des valeurs de l'éthique de l'engagement. Sur la scène politique, ils n'existent pas ces hommes de valeur? Sur la scène politique. Pour moi, la scène politique a une signification large. Donc, les mouvements syndicaux, les organisations de la société civile, tout cela participe de la scène collective. Pour les acteurs politiques, le président Kaboré, Zéphirin Diabré et tout, Laurent Bado. C'est autre chose. Votre collègue Augustin Loira qui s'est lancé dans le jeu politique aussi? Oui, ça c'est autre chose. De toute façon, il faut bien les connaître pour apprécier leur qualité. Mais je peux dire que, vous savez, les vertus qu'on est appelé à développer sont fonction aussi de la voie qu'on a choisie. Alors, si on n'a pas choisi une certaine voie, on n'est pas obligé de développer certaines qualités. Je vous ai parlé tout à l'heure des limites du jeu électoral en tant que tel. Donc, si on a une vision électoraliste... Donc, tous ceux qui sont dans le jeu électoraliste, qui sont dans une visée électoraliste, ce ne sont pas des gens qui sont habités d'une certaine éthique de l'engagement. Ils ne sont pas obligés de développer toutes les vertus de l'éthique de l'engagement. Ils peuvent avoir d'autres qualités. Je sais par exemple qu'il y en a qui sont fidèles à leurs amis,
qui sont même prêts à les protéger. Est-ce que le professeur Savadogo a des amis comme cela, sur la scène politique, qui sont dans des visées électoralistes? Oh, des amis, des connaissances, si, j'ai des connaissances. J'ai effectivement des gens avec lesquels je suis en contact, qui ont ce type d'ambition-là. Mais quand on se retrouve, on discute, et chacun ayant clairement conscience des limites de la position de l'autre. Sinon, en tant que Burkinabé, évidemment, je ne peux pas dire que je ne vais pas avoir de relation avec des gens qui cherchent le pouvoir par la voie des élections. Est-ce qu'il ne faudrait pas s'attendre à voir le procès Savadogo dans le jeu électoraliste? Non, pas dans les conditions actuelles. Ça, au moins. On ne vous verra pas dans ce jeu-là? Non. Ça, au moins, en tout cas, pour le moment, je pense que ça ne risque pas d'arriver. Vraiment, il faudrait des circonstances extraordinaires. Il peut arriver dans des circonstances vraiment... Vous montrez la possibilité de candidatures indépendantes. Justement, alors, puisque vous évoquez la question, pourquoi la mesure n'a pas eu d'effet? On a eu jusqu'à présent aucun Voilà. Pourquoi la mesure n'a pas eu d'effet? Je fais partie, effectivement, de ceux qui se sont battus pour qu'on ait les candidatures indépendantes, et j'avais fondé beaucoup d'espoir en me disant que ça pouvait aider à transformer un peu le jeu politique. Mais quand ça a été adopté, regardez les textes qui encadrent. On oblige les candidats indépendants à former des listes. Ça, c'est pour les législatives. Oui. Pour la présidentielle, on a eu des candidats indépendants. Oui, même pour les municipales. Alors, au lieu de permettre qu'un individu présente sa candidature, tout simplement parce qu'il a envie d'être utile à la communauté, on leur impose encore d'aller former des listes. Or, le meilleur cadre pour former une liste, c'est un parti politique. Voilà. Donc on a accepté la chose et on a contourné. Voilà, on a retiré d'une main ce qu'on a donné de l'autre, si bien que la mesure n'a pas eu d'impact et elle est passée même pratiquement inaperçue, alors que ça aurait pu être différent. Mais je crois que ceux qui l'ont adopté, eux-mêmes, voulaient en circonscrire les limites. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Professeur Mamadi Savadogo, l'invité de la semaine, s'achève. Radio Liberté recevait le professeur de philosophie, professeur Savadogo, ancien directeur de l'école doctorale des lettres, sciences humaines et communication, coordonnateur du manifeste pour la liberté, auteur de plusieurs ouvrages, dont Pour une éthique de l'engagement, création et existence, la parole, la cité et celle de philosophie politique. Professeur Savadogo, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Tiona Sanogo était à la technique. Devant ce micro, Atiana Serge Joulon. Rendez-vous très prochainement sur la 92.8 FM pour un nouveau numéro de l'invité de la semaine. En attendant, la Voix citoyenne continue de dérouler son programme. Merci pour la fidélité.